Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir sur la chaîne d'Autoplus pour vous faire vivre un stand magique ici à l'occasion de l'édition 2023 du salon Rétromobile. Je veux bien sûr parler du stand Arcurial, plus de 200 voitures qui seront mises aux enchères cette semaine. Et pour nous faire le tour du propriétaire de toutes ces pépites qui sont à vendre, eh bien qui de mieux que Mathieu Lamour, le directeur des ventes d'Arcurial, pour nous faire ce petit tour du propriétaire. C'est parti, suivez-moi. Bon Mathieu, merci de nous recevoir sur le stand Arcurial à l'occasion de l'édition 2023 de Rétromobile. Déjà, première question, depuis combien de temps ça existe ces ventes Arcurial? Ça fait 13 ans cette année, ça fait 13 ans. Donc, depuis que j'ai repris le département automobile d'Hervé Poulain, il y a 13 ans exactement, donc avec toute mon équipe. Voilà. Ok. Et comment vous sélectionnez avec les équipes d'Arcurial les voitures qui sont mises en vente chaque année? Alors d'abord, on voyage beaucoup. Je pense que chacun des spécialistes et moi-même, on a fait chacun, je dirais, entre 100 et 150 000 km en 3 mois, depuis septembre, octobre, novembre, décembre, en 4 mois, pour préparer cette vente. Donc résultat des courses, effectivement, près de 230 lots mis en vente, automobiles, toutes plus belles les unes que les autres. Ouais. On parcourt l'Europe. On va voir les collectionneurs, on discute avec eux, on regarde les autos de près et puis on voit les voitures qui valent la peine de venir ici ou pas. Bon, en général, la majorité viennent, mais effectivement, quand on me propose, par exemple, au sein d'une collection, comme c'est le cas dans cette vente, une Citroën GSA, il faut que la GSA soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et effectivement, elle a quelque chose d'exceptionnel, celle que nous avons dans la vente, car elle a 3500 km d'origine. Elle est neuve. Ouais. Donc, elle sort de rodage. Voilà, oui, exactement, même pas, quasiment pas. Et elle aurait eu 150 000 km, je ne l'aurais même pas prise dans la vente, parce qu'on essaye de proposer dans cette vente des choses que l'on ne voit nulle part ailleurs et qui sont très très difficiles à trouver sur le marché. On a une Citroën GTI par exemple, elle a 40 000 km d'origine. Bon, mais c'est pareil, des Citroën CX GTI, on en trouve sur le marché. Mais aller en trouver une qui a 40 000 km et qui est dans cet état-là, c'est impossible. Donc, on essaye de trouver ce qui n'est pas trouvable ailleurs. Est-ce qu'on peut se faire un petit tour du propriétaire en ta compagnie? Bien sûr, mais avant de partir d'ici, parce que c'est quand même, on est déjà à l'entrée du stand. C'est vrai. Regarde. Déjà, il y en a une qui est bâchée, qui attire notre attention. Voilà, ça sent l'Italie, ça sent la performance, l'efficience. J'aime beaucoup ce que tu dis, Mathieu. L'efficience, attention, voici la beauté italienne, le mythe absolu, l'œuvre d'art, la Ferrari 250 LM de 1964. Une voiture absolument exceptionnelle, certainement une des plus belles voitures de l'histoire de l'automobile. C'est une auto qui est... Alors, il y a deux écoles, il y a ceux qui préfèrent la Ferrari 250 GTO, d'autres la Ferrari 250 LM. La 250 LM GTO, pour Le Mans, on va préciser. LM pour Le Mans, évidemment. Voilà. C'est le dernier modèle chez Ferrari qui a remporté les 24 heures du Mans en 1965 avec Rindt et Masten Gregory. Je dis toujours Rindt parce que Younger Rindt, j'ai du mal toujours à prononcer. Tu ne veux pas accrocher, voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est une voiture... c'est une œuvre d'art, quoi. C'est un chef-d'œuvre de l'automobile. Moteur arrière. Oui, vas-y, fini. Moteur arrière, donc l'architecture est différente de la GTO qui a évidemment le moteur à l'avant. Et c'est une voiture qui a été construite à 32 exemplaires. D'accord. Elle était très rare. Très rare, encore plus rare qu'une 250 GTO, puisqu'il y en a eu 36 des GTO. Et c'est une voiture qui est estimée entre 25 et 30 millions d'euros. Ça va. La dernière référence sur le marché, c'était 18,5 en dollars, ça faisait 16 millions d'euros en 2015. À ce moment-là, une Ferrari 250 GTO valait 40 millions d'euros. Donc aujourd'hui, une GTO, ça vaut entre 80 et 90 selon l'histoire et le palmarès, etc. Bah donc on se dit que celle-ci, logiquement, a suivi la courbe de la 250 GTO, puisque c'est aussi une œuvre d'art majeure. Si ce n'est plus, c'est ce que tu disais à l'instant. Voilà. Bon, ça c'est la pièce, c'est quoi? C'est la pièce que tu... C'est la star de la vente. C'est la star. C'est la star. Ensuite, il y a des autos emblématiques comme la Ferrari Daytona. Et puis en 1964, chez Ferrari, on pouvait aussi repartir avec une Ferrari 250 Lusso. Restons dans l'Italie avec toi. Là, on est toujours en 1964 avec cette Splendor, qui est aussi une Splendor avec une planche de bord, un tableau de bord un peu particulier avec le compteur central.
Ça, c'est rarissime chez Ferrari. Normalement, les compteurs sont toujours derrière le volant. Là, c'est vraiment une voiture d'une beauté aussi assez intemporelle. Alors là, on arrive, donc là, on vient d'arriver. Les clients arrivent sur le stand et puis, exactement, on découvre ensuite une deuxième splendeur qui est la Bugatti 57 Atalante qui a ce qu'on appelle un toit ouvrant. Alors moi je l'appelle plutôt découvrable, mais le terme n'est pas bon, n'est pas celui d'époque, donc on va parler de toit ouvrant. C'est une des quatre en 1937 encore à demeurer avec sa carrosserie d'origine. Donc elle a son châssis d'origine, sa carrosserie d'origine. Évidemment les voitures d'avant-guerre sont bien souvent des voitures qui ont vécu beaucoup de choses dans leur vie, donc parfois qui ont, et puis surtout avec la guerre qui est passée entre les deux, des voitures qui ont souvent été cachées pour ne pas être réquisitionnées. Donc elles ont perdu parfois leur carrosserie, elles ont perdu leur moteur, etc. Enfin bon, il y a eu, voilà, celle-ci a son châssis et sa carrosserie, donc c'est d'origine. Et c'est une voiture qui est une splendeur absolue, c'est ce qui se faisait le mieux à l'époque évidemment avant-guerre. Dans le top du top avant-guerre évidemment, on a Delage. En France, la France possédait tous les plus grands carrossiers au monde, les plus beaux, les plus prestigieux, je dirais. Toutes les plus belles carrosseries étaient commandées par des gens richissimes du monde entier, par les têtes couronnées, et elles étaient commandées en France. Donc les gens allaient, par exemple chez Delage, Delahaye, commander un châssis roulant, donc châssis plus moteur, et ils l'envoyaient chez le carrossier de leur choix pour en faire, pour les habiller d'une robe haute couture, voilà. Et personnalisé. Alors là, on est dans l'opulence absolue. On est chez Van Vooren, qui était un des grands carrossiers français. Van Vooren avec cette D8 120, donc 8 cylindres de l'âge. C'était le nec plus ultra de l'automobile à la fin des années 30 en France. C'est ça ? C'est exactement ça. Ouais. Et là, on voit donc avec les échappements chromés qui sortent, c'est magnifique. Vraiment une voiture très très impressionnante et c'était vraiment l'élégance absolue. Et les Delage comme ça, la Bugatti qu'on a vue juste avant, en termes d'offres aujourd'hui, ça se situe à combien si on veut s'offrir un bijou à la française? Par exemple, la Delage D8 120, la 8 cylindres, la magnifique cabriolet bicolore, on l'a estimée entre 550 et 850. Celle-ci autour de 500 000, 400, 600. Voilà, 400-600 000. Alors on vient un peu plus moderne avec les mythiques Aston évidemment. On parle toujours de la DB5 de James Bond, mais chez Aston ils ont fait cet avant emblématique avec les feux sous bulle dès la DB4, donc le modèle d'avant en série 4. Il y a eu série 4 et série 5 qui sont sortis avec cet avant. D'ailleurs la vraie voiture de James Bond, c'est une DB4 série 5, là c'est une DB4 série 4. Donc ce qui est intéressant, c'est l'histoire. L'histoire, c'est que la voiture a été vendue neuve en France, donc avec les phares jaunes comme vous pouvez le voir. Et c'est une des rarissimes vintage. C'est une voiture qui est estimée entre 700 et 900 000. Et là, une splendeur. Bah là oui. Là une splendeur tout simplement parce que pour son état, il n'y a que le temps qui peut permettre ce genre de patine. Sur une carrosserie, sur une peinture. Même à bord, exactement, la sellerie est dans son jus. Celle-ci est pareil, vendue neuve en France. À ce genre d'état, ça m'émeut. Ça m'émeut énormément parce qu'on peut lire l'histoire de la voiture à travers sa peinture, ses défauts, son cuir. Une restauration est irréversible. Une fois que vous restaurez une auto, bon, c'est reparti pour 50 ans. Mais elle perd son cachet, son authenticité qu'on recherche. Voilà. Alors évidemment, pour leur faire traverser le temps et pour qu'elles perdurent, il faut évidemment un jour ou l'autre les faire passer à la restauration. Mais quand on peut conserver un état comme ça, il faut le faire parce que c'est justement ça qui est extraordinaire. Bon, il y a de l'anglaise, il y a de l'italienne, il y a de tout. Ferrari. Il y a de tout. Alors là encore un joyau, une Lamborghini Countach. On retourne en Italie. Qui est la toute première Countach de l'histoire. Enfin, le modèle, donc c'est ce qu'on appelle la périscope. Périscope, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de rétroviseur. Le rétroviseur, c'est un miroir qui est là. Qui est là, et c'est avec un système de miroir où on peut voir à l'arrière ce qui se passe. Parce que sinon, voilà, s'il n'y avait pas ça, on n'y verrait rien. Regardez. Et celle-ci, surtout, c'est la Countach Périscope qui a été exposée au Salon de Paris en 1975, qui a été vendue à un premier propriétaire. Et ensuite, en 1980, elle a été achetée par le propriétaire actuel qui l'a laissée dans son garage.
Elle était dans l'ouest, à côté de la mer. Incroyable, intouchée. Elle a, vous voyez cette poussière, l'état comme ça, elle a été trouvée comme ça, on l'a portée ici, telle qu'elle. C'est un chef-d'œuvre du design, c'est un extraterrestre, une Countach en termes de design. Et c'est une voiture qui est estimée entre 800 et 1,2 million. Voilà. Donc là, on a les deux versions d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, pour ça qu'on les a mises à côté. Là, vous avez la première version et là, vous avez la 25e anniversaire. La Countach, c'est toujours une Countach, mais on peut voir qu'elle a des appendices un petit peu plus musclés, elle a pris un peu de poids, exactement. Mais c'est vrai que la Countach, pour moi, ça fait partie de ces ovnis de la route. Et qui sont assez époustouflants. Et toi, en tant que commissaire-priseur qui aime les belles voitures, qui connaît leur histoire, leur authenticité, voir une si belle auto rester des années sans rouler, ton ressenti c'est quoi? Est-ce que tu trouves que c'est elle le mérite? Est-ce qu'au contraire c'est presque, j'allais dire, un blasphème de la laisser inerte pendant des années? Non, c'est pas un blasphème. D'abord, chaque individu a son histoire. Quand on est propriétaire d'une voiture, on en fait ce que l'on veut. Et puis parfois, il y a des choses qui arrivent dans des vies où on ne se sert plus d'une auto. Et les voitures restent comme ça des années à croupir, à dormir dans le fond d'un garage. Et puis un jour, elles revoient la lumière. Et lorsque c'est nous qui les mettons en lumière, c'est encore mieux pour pouvoir leur créer une deuxième vie et qu'elles ressuscitent. Voilà, entre les mains d'un nouveau propriétaire. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais tu as des étoiles dans les yeux quand tu nous dis tout ça. ça brille, je sais pas. On verra si ça se retranscrit à l'image. Et moi, si je peux te donner mon petit coup de cœur perso, Mathieu, si tu es d'accord, c'est une Allemande. Oui. Et elle est juste unique, enfin j'en ai jamais vu de ma vie. C'est une AMG. Non, c'est la McLaren Mercedes SLR Stirling Moss. Stirling Moss, bien sûr. Est-ce qu'on peut aller la voir avec toi? Bien sûr, allons-y. Et puis sur le chemin, il y a quelques petites pépites. C'est pas parfait ça? Venez avec moi. Hop. Alors ici, en fait, on a énormément de Porsche dans cette vente, 40 Porsche, près de 50% des voitures sans réserve. C'est-à-dire que les vendeurs s'en remettent véritablement au marché. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous imposer ou s'imposer à eux-mêmes ou à imposer à leur auto un prix minimum en dessous duquel la voiture ne sera pas vendue. Non, ils vont s'en remettre simplement au marché. C'est le marché qui décide. Et du côté des acheteurs, les acheteurs n'ont pas le sentiment de se battre contre un prix établi par un vendeur. C'est-à-dire qu'ils sont libres finalement, ils sont beaucoup plus libres, tout le monde est beaucoup plus libre et c'est ce qui fait que voilà, on est vraiment dans le vrai marché. Alors il y a des pépites, par exemple, vous voyez cette auto qui est une Honda NSX. Bon, ben, cette Honda NSX, il y a quelques années, oui, mais il y a quelques années on les regardait à peine ces autos. Mais aujourd'hui, elles rentrent vraiment dans la collection et on s'est rendu compte que finalement c'était des vrais concurrentes de la 348 à l'époque lorsqu'elle était sortie. Et celle-ci n'a que 16 600 km. Alors là, pour en trouver une comme ça, il faut se lever tôt. C'est la boîte manuelle, parce qu'elle était sortie aussi en boîte automatique. Celle-ci, c'est le meilleur modèle, donc en boîte manuelle, en tout cas le plus recherché. C'est vraiment une auto très très intéressante et qui ne va cesser de monter dans les années qui viennent. Alors là, on arrive dans le coin des supercars pour arriver vers la voiture dont tu me parles, la fameuse Mercedes McLaren SLR Stirling Moss. Voilà, produite à 75 exemplaires. Voilà, elle fait 650 chevaux, compteur gradué jusqu'à 390 km/h. Voilà, vitesse maximale 350 et 0 à 100 en 3 secondes 5. Incroyable. Voilà. Et pour acheter cette voiture à l'époque, pour acheter une Stirling Moss, il fallait déjà être propriétaire d'une SLR. Voilà, dans une autre carrosserie. Donc il n'y en a eu que 75, donc c'est rarissime évidemment. Très très impressionnant. J'ai eu la chance d'ailleurs de l'essayer il y a 10 jours dans l'arrière-pays monégasque. Je dois dire que c'est quand même quelque chose. J'imagine. C'est quand même quelque chose et c'est très marrant parce que évidemment, alors j'avais ce qu'on appelle un casque Ball, comme à l'époque, qui est fourni avec la voiture d'ailleurs. Et finalement, ça protège très très bien juste ce petit saut de vent
protège très très bien du vent et c'est une voiture qui est finalement, bizarrement, c'est paradoxal quand on la voit, mais elle est plutôt facile à conduire. Docile. Elle est docile et puis elle est facile à conduire. Oui, facile à conduire. Donc c'est vrai que c'était évidemment pour célébrer le record de vitesse des 1000 milles, Stirling Moss et Jenkinson en 1955 qui battent le record de vitesse des 1000 milles, donc Brescia-Rome-Brescia en 10 heures et je ne sais plus, j'ai plus le chiffre exact, mais c'était un record imbattu et il l'avait fait sur une 300 SLR à l'époque, 300 SLR qui voilà, donc c'est une espèce d'hommage cette voiture à ce record. Incroyable. Bon, en tout cas, moi c'est et là pareil. On a vu pour la Ferrari, celle-ci, je pense qu'aussi, elle a une valeur inestimable. Elle est estimée entre 3 millions et 4 millions. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que ça fait partie des voitures qui vont monter aussi dans les années qui viennent parce que on voit les nouveaux acheteurs qui s'intéressent aussi de plus en plus à toutes ces supercars, la F40 évidemment, la 959, la Carrera GT, la Ford GT, la Tour de France qui est derrière. Ouais. Tout ça, ce sont des voitures qui sont de plus en plus recherchées, qui montent considérablement sur le marché en termes de prix. Et voilà, donc maintenant il y a aussi d'autres autos. On parlait de voitures sur mesure dans les années 30. Oui. Bah là, ce sont les voitures sur mesure dans les années 80, puisque les gens les plus riches à l'époque, dans les années 80, eh bien, s'achetaient, commandaient des voitures un peu particulières à des préparateurs allemands, en l'occurrence. Okay. Donc là, par exemple, Koenig ou AMG ou la firme Styling Garage qui, à l'époque, prenait des Mercedes 500 secs, c'est ce qu'ils ont fait avec celle-ci, et ils l'ont transformée en porte-papillon. Et celle-ci, c'est une des rares avec un équipement carrosserie AMG. Donc tout cela est évidemment très recherché avec ce regain d'amour pour les années 80 et puis toute cette clientèle qui est née, toute cette génération qui est née dans les années 70, ce qui est mon cas. Et voilà, exactement. Enfin, moi, je regardais quand j'étais ado, je regardais Option Auto, je rêvais de devant toutes ces voitures. Voilà, ce sont les voitures de ma génération et c'est vrai qu'on a envie de les posséder aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a le top du top dans la construction française d'avant-guerre, Bugatti évidemment. Chez Bugatti, vous aviez évidemment des voitures de grand tourisme, les 57, et les voitures de Grand Prix, notamment la 35, qui est le top du top à l'époque. Et la 35 d'ailleurs a toujours le record de victoire dans l'histoire du sport automobile, devant Ferrari. La 35, celle-ci est une 35C, ce qui est très important aujourd'hui, c'est justement l'authenticité. Ouais. Et dans les Bugatti, comme je disais tout à l'heure, la guerre est passée par là, on a caché les voitures pour ne pas qu'elles soient réquisitionnées. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont fait que la vie de certaines Bugatti ont été un peu malmenées. Mais là, on a deux voitures justement d'une authenticité absolue. Celle-ci, depuis 1931, dans cette configuration-là. En 1929, celle-ci arrive 4e au Grand Prix de Monaco. Fabuleux quand même, hein, on a l'image là. Ah oui, incroyable. Voilà, oui, Monaco en 1929. Et la Bugatti 43 Grand Sport, qui est une auto encore, surtout quand je parlais de carrosserie d'origine, regardez la patine, regardez, là, tout est original. Ouais. Est-ce que vous imaginez ce qu'elle a vu cette voiture ? Les kilomètres et les kilomètres de route à l'époque qu'elle a parcouru, on voit tout ça est d'origine. C'est une pièce exceptionnelle. La voiture est une voiture très très connue en Hollande. Puisque ces voitures appartenaient à un Hollandais qui est décédé, Bart Rosman, qui était un grand passionné d'automobile et qui sillonnait les routes d'Europe à bord de ces Bugatti, qui prêchait un peu la bonne parole de sa marque de cœur. Et puis dans sa collection, il y avait cette splendeur, le monstre, la voiture, la Ferrari la plus puissante du début des années 50, la Ferrari 340 America, barquette par Touring,
une ligne à couper le souffle, évidemment, une barquette magnifique. Une voiture qui dégage beaucoup de puissance. Participé aux 24 heures du Mans en 1951. J'imagine c'est exactement ce qu'on voit derrière. Exactement, dans le paddock. Et puis elle a fait Sebring, elle a fait le Tourist Trophy et elle a participé à la Daytona Speed Week en 54. Donc elle a roulé aux États-Unis, sur l'île de Man, au Mans. Exactement. Donc elle a fait toutes les grandes courses mondiales. Exactement. Elle possède toujours son moteur et son châssis d'origine et sa carrosserie d'origine. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. Et qui est entre les mains du même propriétaire depuis 1975. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une voiture qui est fraîche sur le marché. Ouais. Et ça, c'est aussi un critère important pour les collectionneurs. Ils veulent des voitures qui, à partir du moment où une voiture passe de main en main, etc., c'est beaucoup moins inspirant, je dirais, qu'une auto qui est entre les mains du même propriétaire depuis 50 ans. C'est fabuleux. Voilà. Et il y a une vraie histoire à raconter. Voilà, on va terminer un petit mot quand même, un petit hommage à Jean-Paul Belmondo. Bien sûr, son Riva est là, il est là. Wow. Son Riva, quelle pièce exceptionnelle. Là, on est dans le bateau, hein, si jamais on avait là, voilà, exactement. On est dans le bateau, mais toujours avec les gros moteurs V8 américains. Ah, oui, on aime bien. Elodie 1, voilà, Elodie 1, c'est le bateau, c'est le Super Florida, Riva Super Florida de 1964. C'est beau. Qu'a acheté Jean-Paul Belmondo à l'époque. Alors, c'est amusant de voir qu'il est de 1964, même année que la Ferrari 250 LM. Donc vous pouviez rejoindre le port de Saint-Tropez avec votre Ferrari 250 LM, la déposer, la garer nonchalamment, et puis sauter dans votre Riva et partir vers l'horizon. C'est pas beau ça, non, hein? Voilà. Tac, tac, balaboum. Voilà, mais c'est sympa de mettre en parallèle en fait les années et voir ce que l'on, enfin, un certain art de vivre à l'époque. Mais c'est les années 60. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il y avait voilà. Il y avait quelque chose. C'est les années 60, c'est ça quoi. Ouais. Un certain souffle de liberté. Je pense. Voilà. Bon, bah écoute, en fait on sait pas où donner de la tête, mais déjà je pense qu'on a vu un beau tour d'horizon grâce à toi. Il y a encore plein de voitures, les populaires françaises, on a des 2 chevaux, une 2 chevaux qui a 124 km, on a une 2 chevaux Sahara aussi, donc avec moteur avant, moteur arrière, la 4x4. On a, avec la roue de secours sur le capot. Exactement, on a des Renault qui nous viennent de chez Renault, classique. D'accord. Oui, il y a de la turbo, il y a de la Renault 5 turbo. On a une R25 V6 turbo Baccarat. 7000 km d'origine, exceptionnelle, elle est neuve, c'est fabuleux. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Ça c'est bien de le préciser aussi, qu'il n'y a pas que des voitures estimées à plusieurs millions d'euros. J'insiste toujours pour qu'il y ait vraiment des autos accessibles à peu près tous. Mais ce qui est très important évidemment, c'est de défendre ce patrimoine et de le partager au maximum pour les générations futures. Bon bah c'est parfait. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. Parce que je sais que tu es attendu parce que tu vas t'occuper de la Ferrari justement qu'on a vu après. Et puis tu as les ventes qui vont avoir tout au long de la semaine sur cette édition rétro. Alors 3 ventes donc, vendredi, samedi, dimanche, le tout à 14 h ici même. C'est là que ça se passe. Dans le hall 2.2 de la Porte de Versailles. Un vrai spectacle, hein, toujours du spectacle. Toujours du spectacle. Et c'est diffusé en direct, on te rappelle en plus. Il y a un live des ventes. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors en live, bien sûr. En live sur Internet, Instagram, Facebook, le site internet d'Arcurial, etc. Voilà. Et c'est vrai que c'est un très bon moment. On s'amuse, on chante, etc. On danse. Bon, c'est la fête. C'est super. Merci encore Mathieu. Avec plaisir. Le temps est précieux. Merci beaucoup. Salut messieurs. Merci. Voilà, j'espère que cette visite guidée ici au sein du stand Arcurial vous aura plu. Un grand merci d'ailleurs aux équipes et puis à Mathieu Lamour en particulier pour tout son savoir sur l'univers automobile. Vous avez vu de nombreuses pépites de tous les âges, de tous les horizons. On va terminer à côté de ma préférée, c'est cette McLaren Mercedes SLR Stirling Moss. Voilà, et si vous voulez voir tous ces bijoux, eh bien rendez-vous au salon Rétromobile 2023. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'AutoPlus si ce n'est pas déjà fait, à activer toutes les notifications. Et puis dites-nous, vous directement dans les commentaires, quelle a été la voiture que vous avez préférée sur ce stand Arcurial. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!